Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 livres libéraux classiques par des auteurs classiques pour découvrir le libéralisme. 5 livres classiques, ça veut dire que j'ai éliminé les essais contemporains, même de qualité, et ça veut dire aussi que j'ai éliminé tous les ouvrages universitaires, les dictionnaires, les encyclopédies sur le libéralisme, même de bonne qualité. J'ai gardé que des ouvrages classiques qui ont une influence réelle sur le mouvement libéral en tant que tel. Donc voici les 5 livres que je conseillerais à un libéral débutant ou à un libéral ou à quelqu'un qui ne connaît pas le libéralisme, 5 livres classiques que je conseillerais pour découvrir les différentes facettes du libéralisme. Alors, en première position, j'ai mis Constitution de la liberté de Frédéric Hayek, parce que c'est un livre qui, à mon avis, va à l'essentiel. C'est un livre qui va directement aux principes fondateurs du libéralisme. C'est un livre qui ne s'attarde pas sur la carrosserie ou qui ne s'attarde pas sur les accessoires, qui ouvre le capot, qui sort le moteur, qui démonte les principaux rouages du libéralisme et qui montre comment ils s'articulent entre eux. Donc le livre, d'abord, va vous expliquer qu'est-ce que c'est que la liberté, par opposition à la coercition, et qui vous explique aussi qu'est-ce que c'est que la liberté par rapport à des faux amis de la liberté, comme la capacité. Ensuite, qui détaille les grands principes de droit qui protègent la liberté, qui détaille ce que c'est que la place de l'État dans une société libre, et qui détaille le fonctionnement général d'une société libre. Donc les deux premiers chapitres, les deux premières parties plutôt, sont des parties qui vous exposent de manière claire et nette ce qu'est le libéralisme. Ça ne vous donnera pas une recette complète sur chaque problématique politique, ça vous donne au contraire des principes très généraux qui vous permettent ensuite de les appliquer à pratiquement chaque problématique que vous rencontrez. Ça vous donne un esprit libéral, ça vous donne une grille de lecture libérale. Et puis le dernier chapitre, Hayek remonte le moteur et monte dans la voiture pour faire un tour de pâté de maison, et il applique ces principes, les principes des deux premières parties à des problématiques contemporaines comme la retraite, la monnaie ou les soins. Et donc avec ce livre-là, on a donc une vision à 360 degrés des principes fondateurs du libéralisme, uniquement l'essentiel, pas l'écume, pas le superficiel. Et une fois qu'on a lu ce livre, à mon avis, on a de toute manière une bonne boussole pour rentrer dans le libéralisme, pour découvrir d'autres ouvrages. Alors, en seconde position, je propose Sophisme économique de Frédéric Bastiat. Je propose Sophisme économique parce que c'est un petit bijou de pédagogie pour démonter les grandes erreurs économiques qui sont présentes dans le discours public, en particulier venant des étatistes ou des socialistes. Alors l'œuvre est un peu ancienne, Frédéric Bastiat est un penseur de la première partie du XIXe siècle, mais elle n'a pas vieilli, on pourrait même dire malheureusement elle n'a pas vieilli parce que ça veut dire qu'une grande partie des erreurs qui étaient présentes dans le discours public il y a 200 ans le sont toujours aujourd'hui. Frédéric Bastiat est un grand penseur libéral français, si quelqu'un vous dit que le libéralisme n'est pas français, il faut lui mettre les œuvres de Frédéric Bastiat dans les mains parce que c'est un penseur libéral qui a une grande réputation à l'étranger, qui est peu connu en France, nul n'est prophète en son pays, mais qui est très connu à l'étranger. Il a une grande influence sur le mouvement libéral au niveau mondial, c'est un penseur d'une grande envergure, et il a la caractéristique de s'être beaucoup adressé à des gens qui n'étaient pas convaincus. Il n'a pas essayé de convaincre des gens qui étaient déjà convaincus. Frédéric Bastiat a écrit beaucoup pour les gens, soit pour des adversaires aux idées libérales, soit pour des gens qui hésitaient. Ce qui fait que ses œuvres sont toujours extrêmement humbles, lumineuses, parfois ironiques, parfois graves, et en tout cas c'est toujours des petits bijoux de clarté lorsqu'il essaie de démonter un sophisme. Donc il part d'une grande erreur économique, et puis en quelques paragraphes, en quelques exemples, en quelques presque paraboles, il démonte la grande erreur économique. Donc ça peut vous servir soit vous, si vous n'êtes pas déjà convaincu des bienfaits de la liberté économique, soit ça peut vous servir de réservoir à arguments pour des discussions entre amis ou pour des discussions familiales. Et bien sûr, une fois que vous aurez lu Sophisme économique, n'hésitez pas pour le coup à découvrir toute l'œuvre de Frédéric Bastiat. Je n'allais pas mettre en seconde position les œuvres complètes de Frédéric Bastiat, mais j'ai un petit peu hésité parce que Frédéric Bastiat, c'est comme dans le cochon, tout est bon, ou tout est presque bon, et il y a beaucoup d'autres ouvrages de très bonne qualité, de la même teneur, c'est des petits ouvrages, toujours très clairs, très accessibles, donc il y a l'État, qui ne sont pas seulement sur l'économie, sur la place de l'État, sur la vision de l'homme, sur la vision de la solidarité, de la fraternité, sur la liberté, et chacun de ces ouvrages est autonome et présente souvent des passages qui sont des petites merveilles, qui sont devenus des vrais classiques dans la défense de la liberté, qu'on retrouve parfois dans les discours politiques, en particulier outre-Manche ou outre-Atlantique, qu'on peut retrouver dans tous les ouvrages qui parlent de la liberté. Donc découvrez Frédéric Bastiat, et par exemple en utilisant Sophisme économique, qui est une bonne porte d'entrée pour l'œuvre de Frédéric Bastiat.
Alors, en troisième position, j'ai mis La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, parce que c'est un ouvrage qui est, par certains passages, pratiquement un livre d'anticipation sur la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Donc, Alexis de Tocqueville a fait un grand voyage aux États-Unis pendant la première partie du XIXe siècle. Il est considéré comme l'un des premiers sociologues, ce qui fait qu'une partie de son ouvrage, c'est une description clinique de la société américaine, de cette démocratie libérale naissante qu'est la société américaine au début du XIXe siècle. Et en même temps, c'est un penseur libéral, et donc il y a des passages qui émergent dans lesquels il livre un peu ses inquiétudes. Donc il est fasciné, il accueille avec bienveillance ces sociétés américaines, il est fasciné par cette société américaine, par sa force, par sa vitalité, par sa liberté, par sa démocratie directe que l'on peut retrouver dans ces assemblées de mairie. Il est fasciné par beaucoup d'aspects de la société américaine, et en même temps il dit celle des germes d'une société qu'il voit beaucoup plus inquiétante, un État de plus en plus présent, de plus en plus poussé à l'égalitarisme, qui prend en charge de plus en plus de besoins de chaque individu, ce qui fait que chaque individu sombre un peu dans la médiocrité, dans le repli sur soi, puisqu'il n'a plus besoin des autres, il a juste besoin de l'État. Et donc, l'ouvrage est en quelque sorte un double ouvrage. Il y a une partie qui est une description clinique et aussi passionnante de la société américaine, et une partie où le penseur libéral livre ses inquiétudes, ses enthousiasmes, mais aussi ses inquiétudes sur la démocratie libérale naissante. Donc il y a des passages qui sont des véritables bijoux, qui sont devenus pratiquement des grands classiques. Et pour ces aspects-là, le démocratie en Amérique vaut vraiment la peine d'être lu. Alexis de Tocqueville a aussi la caractéristique d'appartenir à ce qu'on appelle le libéralisme aristocratique. Par sa naissance, Alexis de Tocqueville a été baigné dans son enfance par les valeurs de l'Ancien Régime. C'est pas réactionnaire, c'est pas nostalgique, c'est un libéral qui accueille avec bienveillance la société libérale qui est en train d'émerger, mais c'est un libéralisme qui est inquiet, qui a aussi quelques mouvements de recul, par crainte d'un matérialisme trop fort, par crainte d'une médiocrité généralisée, par crainte d'un repli sur soi généralisé, parce que chaque individu est tourné vers lui-même sans être tourné vers le reste de la société, ce qui fait que son libéralisme a des facettes. Il est à la fois un défenseur très pertinent sur la liberté comme valeur suprême, la liberté comme fin en soi. Quiconque défend la liberté pour autre chose qu'elle-même est né pour servir. Mais en même temps, il a ces mouvements de recul sur les inquiétudes. Il aime la liberté, il craint les masses, il peut craindre la masse, ce qui fait que son libéralisme a plusieurs facettes qui sont très intéressantes et qu'on ne retrouve pas chez d'autres auteurs libéraux. Donc, et bonus pour Alexis de Tocqueville, c'est qu'il écrit extrêmement bien. C'est de loin le penseur libéral sans doute français qui écrit le mieux. C'est des phrases, un français classique avec un style ample, des phrases amples, parfaitement construites et qui gardent toute leur clarté. Donc, rien que pour le style, on peut avoir envie de découvrir Alexis de Tocqueville. Et le meilleur ouvrage pour découvrir Alexis de Tocqueville, ça reste La démocratie en Amérique, même si son second chef-d'œuvre, L'Ancien Régime et la Révolution, est également très intéressant à lire. Alors en quatrième position, je change complètement de style par rapport aux ouvrages précédents, en particulier par rapport au dernier. Je propose un roman d'Ayn Rand, et un roman qui a une particularité qui est assez unique en son genre, qui est même à mon avis unique dans toute la production, dans la montagne de romans dans laquelle nous sommes ensevelis depuis des décennies, qui est unique en son genre parce que c'est un hommage, d'abord parce que c'est un hommage, c'est un hymne d'amour à la création, aux créateurs, et pas seulement aux créateurs artistes, aux écrivains, des écrivains qui rendent hommage aux écrivains, il y en a beaucoup, la nouvelle production de cette année en témoigne, beaucoup d'écrivains parlent d'eux-mêmes ou de leur nombril, et là c'est un ouvrage qui rend hommage aux créateurs en général, que ces créateurs soient des artistes, mais qu'ils soient aussi des architectes, qu'ils soient des ingénieurs, qu'ils soient des chefs d'entreprise, qu'ils soient des gestionnaires. Il rend hommage à ceux qui font bouger le monde par leur créativité, par leur imagination, par leur perfectionnisme, par leur éthique du travail. Et donc c'est vraiment déjà par cette thématique, ce roman est unique en son genre. Moi j'ai jamais lu d'autres romans qui abordent cette thématique de cette manière et avec un tel enthousiasme explicite. C'est aussi un roman qui est pro-économie libre, puisque les créateurs et ceux qui ont une exigence ou qui peuvent changer le monde ont besoin de liberté pour changer ce monde. Et donc c'est un hommage, c'est une défense vibrante de l'économie libre, avec des passages qui sont très bien écrits, qui sont très bien construits sur l'économie libre, qui sont des exemples des bienfaits de l'économie libre. Et c'est aussi un roman qui décrit de manière très pointue les méchants de son histoire, les bureaucrates, qui appartiennent d'ailleurs à la sphère privée comme à la sphère publique, c'est-à-dire tous ceux qui vivent du travail du créateur, qui ont besoin des créateurs, et en même temps qui s'en servent, qui les rabaissent, qui sont toujours du bon côté du manche, qui essaient toujours de garder le statu quo lorsqu'il est à leur profit, sans vraiment avoir de but en eux-mêmes. Donc il y a des passages très fins, très intelligents sur l'esprit bureaucratique. Donc ces trois caractéristiques font de ce roman un objet assez unique en son genre. Alors il y a la philosophie d'Ayn Rand
background qui est derrière, qu'elle appelle l'objectivisme, qu'on n'est pas obligé de partager intégralement, c'est pas mon cas par exemple, mais même si on ne partage pas intégralement, même si on ne partage pas la philosophie d'Ayn Rand, on peut apprécier ce livre pour son originalité. Alors encore une fois, c'est pas de la grande littérature, ça ne sera jamais un chef-d'œuvre de la littérature. Encore une fois, on n'est pas obligé de partager tous les aspects de la philosophie d'Ayn Rand, mais ça vaut la peine vraiment de lire ce roman. Et puis c'est un roman qui se lit vite, c'est un gros pavé, mais il est bien construit, il y a du suspense, donc on tourne les pages facilement. Donc lorsque vous avez envie de vous changer les idées après les lectures peut-être plus ardues des ouvrages précédents, c'est un bon roman pour se changer les idées. Et Ayn Rand est vraiment unique par son positionnement. Alors elle a écrit un autre roman qui s'appelle La source vive, qui vaut aussi la peine d'être vécu, qui a moins de contenu politique, mais qui là encore expose la figure du créateur, en l'occurrence un architecte, pas guidé par la cupidité ni par la vanité, mais qui souhaite faire des chefs-d'œuvre architecturaux. Alors pour finir, je propose un ouvrage qui met les curseurs au maximum. Je propose D'éthique de la liberté de Murray Rothbard. Alors Murray Rothbard est un anarcho-capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite la disparition complète de l'État. Donc ça le met aux limites extrêmes du libéralisme, voire même plutôt de l'autre côté de la frontière du libéralisme, aux frontières extérieures du libéralisme, puisque le libéralisme postule l'existence d'un monopole de la violence, d'un État donc. Et donc Murray Rothbard, lui, part de principes éthiques très fort, en l'occurrence un axiome de non-agression inviolable, à savoir que nul ne doit être contraint d'agir contre sa volonté, sauf dans la mesure où il commet des crimes, mais en dehors de cette hypothèse-là, on ne peut pas contraindre quelqu'un à agir contre sa volonté, ce qui remet de facto l'existence de l'État en cause, puisque l'État, pour exister, a besoin de prélever par la force des ressources, par exemple. Il doit aussi diriger par la force la vie de certains individus. Et donc, pour Rothbard, ceci n'est pas légitime, déjà, puisque ça viole des principes fondamentaux d'une société libre, et en plus c'est pas utile, puisque pour Rothbard, une société peut parfaitement se passer de l'existence d'un État. Et donc son ouvrage est plus large que la philosophie politique, c'est vraiment une éthique de la liberté qui permettrait à une société libre d'exister. C'est un ouvrage qui est donc très radical dans sa construction, qui est parfois un petit peu bourrin dans ses arguments, mais c'est un ouvrage qui est très intéressant à lire, même si on n'est pas anarcho-capitaliste, même si on est que libéral, ce qui est mon cas. Moi, après sa lecture, j'ai été anarcho-capitaliste pendant au moins 24 heures. Je connais certains qui ont lu Éthique de la liberté, qui sont encore anarcho-capitalistes 20 ans après. Donc, tentez votre chance. L'ouvrage est intéressant parce que donc il pose une question, alors que beaucoup d'ouvrages posent la question qu'est-ce que l'État doit faire. Donc, pour les libéraux, en l'occurrence, il doit faire surtout le régalien. Rothbard lui pose une question en amont. Il demande est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État et est-ce que l'État est utile? Et la réponse de Rothbard à ces deux questions est non, on n'a pas besoin d'État et non, il n'est pas utile. Et donc ce qui fait que c'est un ouvrage qui est vraiment radical, qui met les curseurs au maximum, et c'est vraiment un renversement tel de discours par rapport au discours ambiant en l'occurrence, où l'État est central à toute décision, à tout problème, et ensuite on envisage peut-être de laisser une sphère de liberté aux individus. L'ouvrage de Rothbard prend le problème complètement à l'envers, il demande d'abord pour chaque problème est-ce qu'on a besoin de l'État, et on n'en a pas besoin, pour Rothbard. Donc à lire pour mettre le curseur au maximum. Donc voici ce petit voyage des 5 ouvrages que je recommanderais à quelqu'un qui veut découvrir le libéralisme, 5 ouvrages classiques que je recommanderais à quelqu'un qui veut découvrir le libéralisme. Donc cette petite liste est terminée. Je reconnais que ça a été une liste qui a été très difficile à faire parce que j'étais parti pour faire une liste de 20 ouvrages avec une vidéo qui durait 3 heures. J'ai donc choisi une petite liste de 5 ouvrages. Je signale quand même les 2 recalés sans tricher par rapport à ma liste de minimum, les 2 recalés de justesse qui sont Benjamin Constant, Principes politiques, et Milton Friedman, Capitalisme et liberté, qui sont 2 classiques aussi du libéralisme à découvrir lorsque vous aurez fini les 5 premiers ou à lire avant les 5 premiers peut-être. J'assume donc complètement le côté subjectif de cette liste. Si vous avez des meilleures propositions, des meilleures listes de 5 ouvrages classiques à faire découvrir, n'hésitez pas à le faire dans le commentaire. Je rappelle quand même bien la règle du jeu, il s'agit d'ouvrages classiques par des auteurs classiques, par des auteurs connus, par des auteurs reconnus dans la sphère libérale. Et donc bonne suggestion à ceux qui ont des suggestions à faire, et puis bonne lecture à ceux qui suivraient mes conseils.